Bonjour chers amis, bienvenue dans ce premier épisode de Business Insight de la NTRT TV. Aujourd'hui, nous avons un très grand invité qui nous vient du monde du business. Donc, nous allons recevoir sans plus tarder Monsieur Zeki Guvernchy. Alors, Monsieur Zeki, comment allez-vous? Très bien, j'espère que vous allez bien également. Ça va, je vais bien. Alors, nous inaugurons aujourd'hui cette émission avec vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Donc, sans plus tarder, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous? Bien sûr, encore une fois, merci de me recevoir. J'inaugure donc cette émission sur votre chaîne. Exactement. Donc, je suis Zeki Guvernchy, président du comité des relations diplomatiques de MUSIAD, qui est la principale organisation patronale turque. Donc membre du comité exécutif, mais également à côté de cela membre du CEA-PME, qui est la Confédération européenne du patronat, qui regroupe 27 pays de l'Union européenne, mais également donc la MUSIAD pour la Turquie. Et donc je suis membre du comité exécutif. Je suis également membre du Conseil d'affaires Turquie-Sénégal et Turquie-Uruguay de DEIC, qui est l'organisation semi-gouvernementale en charge des relations de diplomatie commerciale. Et donc là, aujourd'hui, nous vous recevons, on va dire, puisque nous ne sommes pas dans le studio, au sein de ma société, donc d'une de mes sociétés, comme Turquie, qui est en charge de l'enseignement et de l'éducation internationale, notamment pour nos invités étudiants du monde entier qui viennent en Turquie pour étudier, mais pas seulement. Donc voilà, une présentation un peu rapide et succincte de qui je suis. D'accord. D'accord. Donc, vous nous venez tout droit de MUSIAD Company. Et donc, MUSIAD n'est pas une compagnie, donc MUSIAD est une organisation patronale. D'accord. Qui peut-être, on peut faire une présentation rapide. MUSIAD veut dire en turc Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, c'est-à-dire l'Union des commerçants et industriels indépendants. C'est une organisation qui a plus de 30 ans aujourd'hui. Et cette organisation patronale est la plus étendue en Turquie, mais pas seulement, parce qu'elle n'a pas d'équivalent au niveau mondial, puisque nous avons 87 bureaux en Turquie et plus de 200 points de représentation dans le monde, bien évidemment en Afrique, puisque c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, mais également dans les autres continents, en Europe pour des raisons historiques, à cause de notre diaspora, mais pas seulement, en Asie-Pacifique, aux États-Unis, en Amérique latine. Donc c'est une organisation patronale, donc le MUSIAD, qui est l'organisation la plus étendue au niveau international, et on compte 50 000 sociétés membres d'une vingtaine de secteurs. Ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Donc, vous nous avez dit que vous êtes aussi en Afrique, un peu partout dans le monde, mais précisément aussi en Afrique. Nous aimerions savoir pourquoi, dans un premier lieu, vous avez choisi de vous implanter aussi en Afrique. Il faut savoir que le MUSIAD, depuis sa création, a une vocation internationale, c'est-à-dire que dès la création, les fondateurs ont eu pour objectif d'ouvrir les entreprises turques à l'international. En ce qui concerne l'Afrique, bien évidemment, nous avons historiquement des liens très importants. La Turquie a des liens très importants et nous-mêmes, en tant que patronat turc, avons toujours eu des relations avec les différents pays africains, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne. Donc, MUSIAD est présent dans une trentaine de pays avec des représentations, c'est-à-dire avec des représentants physiques, des bureaux. Mais également, nous avons à peu près une centaine d'accords commerciaux signés avec des partenaires, chambres de commerce ou organisations patronales. Nous avons signé récemment, notamment avec la Guinée-Conakry, donc nous avons signé un protocole avec la chambre de commerce en novembre. Et nous avons bien évidemment de très nombreux autres accords en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. Pour nous, c'est très important parce que il faut savoir que les relations Afrique-Turquie sont basées sur une relation gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les entreprises turques investissent en Afrique, mais pas seulement, c'est-à-dire que le monde patronal travaille également sur des projets sociaux, sur l'irrigation, sur l'accompagnement des entreprises et des partenaires de ces différents pays dans leur exportation.
Donc c'est un travail de longue haleine que nous faisons et c'est pour ça que nous privilégions l'Afrique. Nous avions d'ailleurs, il y a 2 ans, parlé de l'Afrique comme d'une cible pays pour nous il y a 2 ans. Et c'était très important parce que dans le cadre de cette année, nous avons organisé une dizaine de déplacements sur le continent africain. Nous avons fait des délégations en Éthiopie, en Tanzanie, en Afrique du Sud notamment. Et de ce fait, nous avons vraiment marqué cette année-là. Bien évidemment, ce n'est pas le travail d'une année, c'est le travail de longue haleine qui nous permet, avec nos partenaires africains, notamment d'organiser des sommets. Nous avons organisé le sommet MUSIA d'Afrique il y a 3 ans au siège de notre organisation sur le thème de l'énergie et de l'eau, c'est-à-dire comment accroître les capacités énergétiques, mais également hydriques, puisque ces 2 sujets sont très liés en Afrique. Nous avons reçu une centaine d'intervenants, chefs d'entreprise, responsables du patronat, mais également étatiques, pour essayer de voir comment, dans le cadre de projets PPP notamment, on pouvait développer ces différents domaines. Parce qu'aujourd'hui, on a un accès à l'électricité dans le continent africain, une moyenne de 25 à 30%, et sans énergie, il n'y a pas de possibilité de croître. Et on a des cas très précis en Afrique, de pays qui sont bloqués dans leur croissance par manque d'énergie notamment. Exactement. Et j'ai reçu avant-hier donc le ministre de l'énergie de la République de Djibouti à Ankara, où nous avons eu une réunion de travail avec une dizaine de nos sociétés membres du domaine de l'énergie pour voir dans les différents domaines, géothermie, mais pas seulement, énergie renouvelable, mines bien sûr, comment arriver à développer ces relations communes. Donc voilà, c'est un peu un schéma d'ensemble que je viens de vous présenter. Et nous avons une action en Afrique qui est essentiellement basée sur le volontariat, l'investissement, le partenariat, et qu'on essaie d'accroître un peu chaque année avec notamment nos partenaires sur place. Et on est déjà à près de 100 partenaires, chambres de commerce, organisations patronales ou gouvernementales, avec lesquelles nous poursuivons nos activités. D'accord, merci. Je vois que vous avez beaucoup d'activités en Afrique. Mais vous savez, avec la différence de culture, vous êtes turc et l'Afrique aussi a une autre culture qui est différente de la vôtre. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire quelles ont été les petites difficultés que vous avez rencontrées dans le domaine de la différence de culture? Comment, vous savez, vous n'avez pas les mêmes façons de travailler, de voir les choses avec les autres pays africains. Donc, pouvez-vous nous parler un tout petit peu de ça aussi? Est-ce que vous avez eu quelques difficultés que vous avez rencontrées là-bas, notamment dans l'esprit de la différence de culture? En fait, on ne peut pas dire qu'il y a tellement une difficulté culturelle entre la Turquie et l'Afrique. Pourquoi? Parce que ce soit en Afrique de l'Ouest où, bon, pour des raisons historiques, il y avait une domination donc, française, que ce soit l'Afrique de l'Est avec plutôt la zone anglophone, etc., ou la zone Afrique du Nord avec une forte présence également étrangère. Tous ces pays-là ont une histoire très compliquée avec l'Occident. C'est-à-dire que si vous allez au Sénégal, sur l'île de Gorée, ou si vous allez même en Guinée ou autre, ils ont un passif très important. Et encore aujourd'hui, il y a une très très forte tendance internationale à utiliser le sous-sol, les minerais, comme monnaie d'échange et essayer en fait de poursuivre cette relation avec l'Afrique. En ce qui nous concerne, historiquement, la Turquie est le pays qui a permis, notamment à l'Afrique de l'Ouest, d'éviter la colonisation pendant près de 150 ans, notamment avec la marine turque, qui a empêché, autant que faire se peut, pendant plus d'un siècle et demi, la colonisation. Donc, quand on va sur place, on a un accueil qui est assez différent. On a notamment avec les opérateurs, mais également avec la population, une relation culturelle qu'on peut dire assez proche. Bien sûr, en tant que chef d'entreprise, c'est la culture d'entreprise aussi qui nous intéresse. Oui. Il faut savoir que tous ces pays-là ont des structures patronales un peu différentes des nôtres, notamment les chambres de commerce qui travaillent différemment, et les chefs d'entreprise également qui ont
parfois d'autres méthodes managériales, mais globalement, on n'a pas de vrai problème culturel avec l'Afrique. On a un problème en Turquie de déficit d'information parce que il nous arrive de demander à un chef d'entreprise où il est. Il dit: je suis en Afrique. L'Afrique, c'est 54 pays. Donc, il y a une vision un peu globale de l'Afrique entre un Algérien, une Guinéenne, ou une Éthiopienne, ou une Tanzanienne. Il y a des différences culturelles très importantes. Il y a des langues très différentes, des cultures, des religions très différentes. Donc, on a un peu un déficit d'information, ou alors on va dire c'est peut-être un manque de volonté de connaître la culture locale. On a beaucoup chez l'entreprise turque qui, quand ils se déplacent, la première chose, le premier réflexe, c'est de demander où est-ce qu'il y aura un restaurant turc, par exemple, alors qu'ils vont dans un pays africain où il y a déjà une cuisine assez riche. Donc, donc nous, on incite dans tous nos déplacements, et nous avons récemment, donc en mars, organisé une mission au Sénégal de 5 jours avec une vingtaine de chefs d'entreprise. Donc on a eu localement l'occasion de faire découvrir donc à la délégation la cuisine à base de poisson, à base de riz, à base les boissons aussi qui sont différentes, mais le bissap, etc. Tout ça, c'est un travail de longue haleine où il faut effectivement prendre en compte les cultures, également les relations hommes-femmes, par exemple. Beaucoup de pays où la polygamie est encore d'actualité, d'autres où il y a une relation assez particulière, puisque par exemple, l'essentiel des affaires est faite par les femmes en Afrique de l'Ouest, puisque ce sont les femmes qui dirigent l'économie ou qui sont les plus dynamiques dans le domaine de l'entreprise. Quand nous regardons les acheteuses, notamment, qui viennent en Turquie pour acheter des produits, des marchandises, l'essentiel sont composés de femmes et on peut dire qu'elles sont assez dures en affaires. Donc il y a effectivement des différences culturelles, il y a des approches différentes qu'il faut essayer de comprendre et arriver à comprendre tout ça. Mais on n'a pas de différence insurmontable entre, encore une fois, l'Afrique entre guillemets, puisque il n'y a pas... L'Afrique, c'est pas une seule entité où on pourrait dire voilà, je vais en Afrique, je fais des affaires avec l'Afrique. Non, chaque pays, même entre les 3 Guinées, il y a quelques différences. Exactement, exactement. Donc, essayez de comprendre un peu, en cas, par pays, la culture, la civilisation, parce que ce sont des très vieilles civilisations. Et on a aussi tendance parfois à s'arrêter à la période française dans certains pays, alors qu'avant, il y avait une langue et une culture et une civilisation. Et donc, on est en train d'essayer de promouvoir également les langues africaines. En Turquie, donc certaines universités commencent à travailler, le Wolof par exemple, à l'université d'Ankara, mais pas seulement. Donc il y a des actions qui sont menées pour essayer d'avancer un peu plus dans la connaissance. D'accord. Vous venez de soulever un point en disant que l'Afrique n'est pas une entité à elle-même, elle est différente de par sa diversité culturelle, de par les pays. Et il y a une partie qui est anglophone, une autre qui est francophone et même espagnole ou portugaise, notamment les 3 Guinées, où la Guinée-Conakry a été colonisée par les Français, la Guinée équatoriale par les Espagnols et la Guinée-Bissau par les Portugais. C'est pour ça que l'exemple de la Guinée, c'est assez particulier quand même. Exactement, le cas de la Guinée, c'est très particulier. Donc, avec ces différences, quelle est l'image que vous avez de l'économie africaine? Parce que nous avons une différence de monnaie aussi qui est là. Chaque pays ou chaque zone a sa monnaie, telle que la partie anglophone et la partie francophone n'ont pas les mêmes monnaies. Quelle est l'image économique que vous avez de l'Afrique? Encore une fois, l'Afrique aujourd'hui, encore une fois, en tant que, si on doit parler globalement, c'est la principale zone de croissance dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire que, ce qui est dû également bien sûr à un très fort retard économique, mais il y a vraiment la croissance, potentiel de croissance très important. Bien sûr, le sous-sol, un ministre africain que j'avais croisé récemment parlait de l'Afrique comme d'un scandale géologique. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que c'est vraiment le sous-sol le plus riche qui puisse exister, et c'est valable vraiment pour toutes les formes de richesse.
Et donc, l'Afrique a toutes ses potentialités. Dans le domaine hydraulique, une très grande partie de l'eau du monde se trouve là également. Alors qu'on pense souvent à l'Afrique comme une zone de sécheresse ou voilà, des images un peu clichés que l'Occident a réussi à faire accepter au monde. C'est l'enfant qui meurt de faim, ou c'est le désert, ou alors c'est... en général, c'est des images pas très positives. Donc, il y a un potentiel de croissance, il y a un tissu économique très intéressant, il y a des demandes qui sont là, notamment, encore une fois, comme je l'avais dit, dans le domaine de l'énergie. Mais tous ces secteurs-là demandent un travail de terrain, et la monnaie, bien sûr, est très importante, puisque on a un désavantage concurrentiel du fait du franc CFA, notamment en Afrique de l'Ouest, qui est bien sûr une source de débat, y compris dans ces pays-là. Et également dans les autres zones, la grosse question actuellement, c'est la question de la libéralisation du transfert d'argent, du rapatriement des bénéfices et de toute la libéralisation du tissu économique, la création de sociétés. Il y a d'excellents exemples en Afrique, bien sûr, qui fonctionnent très bien, mais il y a encore un long chemin à parcourir pour l'intégration avec la Turquie dans le domaine bancaire. Vous savez que la première banque turque en Afrique a ouvert au Soudan. Donc c'est Vakıf Katılım qui a ouvert ses bureaux. Donc on a la possibilité de voir un exemple concret qui fonctionne, mais on doit développer en fait nos relations bancaires avec tous les autres pays, parce que si les hommes d'affaires arrivent à se financer, arrivent à développer leur chiffre d'affaires avec l'aide notamment des transferts, etc. Et on a plusieurs banques actuellement qui travaillent, on ne va pas faire de publicité, mais de banques privées qui fonctionnent actuellement avec tous ces pays, qui ont un travail de terrain assez important. Mais le fait est qu'il faut qu'on puisse sortir des économies fermées, passer vers des économies ouvertes entre la Turquie et les différents pays africains, parce qu'on a intérêt mutuellement vraiment à avancer ensemble. D'accord. Donc, apparemment, nous devons faire une petite pause de 5 minutes. Allons-y. Ouais, donc, nous allons revenir un petit peu plus tard pour la deuxième partie de l'émission, où nous allons nous focaliser un peu plus sur votre entreprise, sur votre compagnie, sur ce que vous proposez un peu partout dans le monde, tout ça. Parfait. D'accord. Donc... Bienvenue dans cette seconde partie de Business Insight. Nous sommes toujours avec Monsieur Güvenci. Et cette fois-ci, nous allons entrer en profondeur dans les activités que propose le Moussiad. Donc, Monsieur Güvenci, vous avez dit tout à l'heure que le Moussiad avait une vocation internationale depuis ses débuts. Vous êtes un peu partout en Afrique et aussi en Occident. Nous voulons savoir quelles sont les activités que vous proposez dans ces deux continents. Est-ce qu'il y a une différence ou c'est les mêmes activités que vous proposez? Donc, en fait, le Moussiad, tout à l'heure, j'ai rapidement donc décrit l'organisation en tant qu'organisation internationale, mais également très implantée en Turquie, qui travaille avec des commissions sectorielles, des comités sectoriels. Il y a 40 comités en tout. En fait, l'activité de Moussiad, c'est de développer les relations commerciales entre les hommes d'affaires turcs et les hommes d'affaires du monde entier. C'est de développer les relations commerciales, les exportations, favoriser également l'investissement des entreprises internationales en Turquie, mais également dans l'autre sens. C'est faire connaître, encore une fois, le monde entrepreneurial turc à l'étranger. Donc, pour ce faire, on organise notamment
tous les 2 ans une organisation qui s'appelle Musiad Expo. C'est une foire internationale dans laquelle il y a également plusieurs forums internationaux qui regroupent à peu près 30 000 chefs d'entreprise, dont à peu près 10 000 invités internationaux. La dernière édition, on l'a faite en novembre. Et donc, dans le cadre de cet événement, tous les pays qui viennent, tous les hommes d'affaires, chefs d'entreprise qui viennent, présentent leurs produits, s'ouvrent à l'international. Donc, c'est une vitrine très importante. Chaque 2 années, en fait, le président de la République turque, les ministres viennent là également pour donner leur message au monde en termes économiques. Donc ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect très important, c'est que nous signons des conventions avec les organisations internationales, patronales notamment. Nous avons déjà signé 240 protocoles de ce genre, dont une centaine en Afrique. À travers ces protocoles, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'après la signature, avec par exemple l'organisation patronale du Sénégal ou du Mali ou du Tchad, peu importe, avec chacun de ces pays, ces organisations patronales, nous avons des actions communes, des délégations d'affaires, des échanges d'informations, des échanges de rapports, mais également des contacts directs entre nos membres qui souhaitent acheter ou vendre ou faire des investissements communs. Donc ça, c'est la partie mémorandum internationaux que nous signons. La troisième partie sur laquelle on travaille beaucoup, ce sont les consuls honoraires. Donc, la Turquie est l'un des pays qui utilise de manière la plus active les consuls honoraires en tant qu'institution diplomatique, en dehors des professions diplomatiques que nous connaissons, c'est-à-dire les ambassadeurs ou les consuls généraux. Les consuls honoraires sont des personnes, des chefs d'entreprise qui représentent les 2 pays et donc qui permettent soit de solutionner les conflits éventuels ou les différends, ou d'accélérer les relations de diplomatie commerciale entre les 2 pays. Nous avons également, bien sûr, en dehors de ces 2 actions, chaque comité, en fait, dans le domaine énergétique, dans la construction, dans le bâtiment, en fait, toutes nos sociétés s'organisent en clusters pour développer leur propre secteur dans les différents pays, notamment en Afrique. Donc ça, c'est la relation que l'on a à partir de la Turquie vers l'Afrique notamment et le reste du monde. Mais bien évidemment, notre spécificité, c'est que nous avons 200 bureaux dans le monde, à savoir que nous avons dans ces pays-là des structures identiques à celles que nous avons en Turquie, avec un conseil d'administration, des bureaux, donc dans les différents pays africains et dans le monde, et ce qui nous permet d'agir en tant qu'opérateurs commerciaux locaux. C'est-à-dire qu'au Sénégal, par exemple, Musiad Sénégal est une structure indépendante, locale, avec des chefs d'entreprise qui ont leur société au Sénégal, donc qui ont les mêmes préoccupations que les chefs d'entreprise sénégalais, qui parlent la même langue commerciale et donc qui développent les relations entre les 2 pays, mais à partir du Sénégal, où on peut généraliser ça à partir des autres pays. Musiad également travaille en tant qu'un think tank, c'est-à-dire que Musiad édite des rapports sur l'économie turque, l'économie mondiale, l'Afrique, et donc ces centres de recherche produisent des rapports pour les différents gouvernements, notamment, et ainsi permettent d'augmenter la visibilité des différentes parties et surtout la connaissance économique à travers des indices. Nous avons notre propre indice qui s'appelle le SAMEX, qui est l'indice de confiance des acheteurs turcs, par exemple, et qui est reconnu en Turquie comme un indice officiel aujourd'hui, qui est pris en compte par l'État, les chefs d'entreprise. Donc le Musiad, encore une fois, c'est une structure protéiforme, donc on peut développer ça sur beaucoup d'aspects. On va dire les principaux aspects sont ceux-ci. D'accord. Le Musiad est une grande compagnie, une grande organisation patronale. Donc, quelle est la stratégie de gestion d'une grande compagnie comme ça? Bon, c'est une organisation patronale. Donc, l'organisation patronale a pour but de développer les relations commerciales, l'exportation. Donc, chaque année, nous déterminons des zones prioritaires. Il y a 3 ans, c'était donc l'Afrique. Il y a 2 ans, c'était le continent, enfin l'Asie-Pacifique en général. Cette année, c'est l'Amérique du Nord et bien sûr l'Amérique latine. Donc, on détermine bien sûr des priorités. On a des stratégies à plusieurs strates. Il y a la stratégie globale de l'organisation, il y a les stratégies locales pour chaque pays, puisque chaque bureau travaille dans le pays selon ses règles.
Et donc, c'est des stratégies qu'on détermine annuellement, qu'on peut réajuster au fur et à mesure. Mais encore une fois, c'est une stratégie d'une organisation patronale qui a vocation à laisser ouvertes les routes commerciales et développer l'investissement, le commerce, le partenariat entre les différents pays et la Turquie. Monsieur Güvenci, je crois que nous avons beaucoup parlé de le MUSIAD. Nous avons aussi parlé de ce que vous faites en Afrique, un peu dans le monde. Donc, nous allons revenir à vous en tant qu'homme d'affaires, entrepreneur. Quelles sont vos activités? Est-ce que vous avez des relations particulières avec l'Afrique dans le cadre de votre activité? Oui, effectivement. Donc, bien sûr, le sujet qui nous occupe, le MUSIAD, est une organisation très importante et donc qui a vocation à travailler à l'international. Bien sûr, comme tous les dirigeants de MUSIAD, je suis également chef d'entreprise. Et depuis maintenant près de 15 ans, mes diverses sociétés travaillent sur l'Afrique. Actuellement, là où je reçois, donc je vous avais dit au départ, nous sommes à Camp Türkiye, qui est une société qui s'occupe des étudiants internationaux, qui s'occupe des études à l'international. Nous accompagnons à peu près 2000 étudiants internationaux de près de 60 pays en Turquie depuis leur arrivée jusqu'à leur intégration professionnelle, leur stage, mais également leur intégration dans les sociétés en tant que cadres et dirigeants. Nous avons également quelques diplomates que nous avons formés qui aujourd'hui travaillent en Afrique notamment. Donc ça, c'est notre première société. Je travaille également parce que l'Afrique est connue pour ses cafés également. Donc je suis le propriétaire de la marque Embassy, qui est une société qui fabrique des cafés et des boissons chaudes organiques, notamment diffusées au Moyen-Orient, mais avec lequel nous avons actuellement plusieurs contacts, mais plus en termes d'achat du continent africain. Et nous avons une structure à l'international qui travaille sur le commerce international, donc une société de commerce extérieur. Nous exportons sur une quinzaine de pays différents produits, depuis du textile, du meuble, bien évidemment, des matériaux de construction et des matériels notamment liés à l'énergie, des produits qui sont très demandés. C'est pour ça qu'on a affaire souvent à nos acheteuses africaines qui viennent nous voir. Nous avons des acheteuses qui sont très efficaces. Et donc, nous travaillons sur plus de 30 pays africains dans le cadre de nos sociétés. Notre société d'éducation internationale a 31 bureaux en Afrique et représentations. Et donc, à travers ces bureaux, nous sommes en contact quotidiennement avec tous ces pays africains. Et nos représentants, bien évidemment, sont issus des pays avec lesquels nous avons des partenariats. Et on peut suivre également au jour le jour un peu comment se passent les choses, l'économie, les relations. Donc tous les sujets qu'on vient d'évoquer sur le transfert d'argent, rapatriement de bénéfices, le système bancaire, ce sont des choses que nous vivons au jour le jour. Et c'est pour ça que, en fait, on peut en parler en connaissance de cause, parce que si vous n'êtes pas impliqué en fait dans tout cela, ça peut rester très théorique. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur nos activités commerciales. Nous organisons aussi une société internationale en Afrique. Nous avons notamment préparé le sommet africain de Nouakchott il y a 3 ans, où nous avons formé près de 600 jeunes Mauritaniens en préparation de ce sommet. Il faut savoir qu'en Mauritanie, vous avez les Hassanias et vous avez les Noirs et les Hassanias, qui sont les Arabes et les Noirs. Donc là aussi, on a eu à gérer les différences culturelles, notamment différences linguistiques, puisque vous savez que les Mauritaniens ont 4 langues dialectes, notamment par ethnie, et les Hassanias sont un peu différents. Donc on a dû gérer tout ça dans le cadre de notre formation, adapter les langues, les différentes formations, et également les cultures, puisque les approches sont parfois différentes. Mais nous avons passé 2 mois avec nos équipes pour former 600 jeunes à la restauration, au service et à l'hôtellerie. Et c'est eux qui ont accueilli l'ensemble des délégations internationales pour le sommet africain de Nouakchott. Donc on a professionnellement, à travers nos sociétés, une activité intense avec l'Afrique, et on en est très content. Et j'espère que ça va durer très longtemps. D'accord. Je crois que nous avons fait le tour. Mais avant de conclure,
Monsieur Guvenchi, est-ce que vous pouvez nous parler de la feuille de route du Musaïd? C'est quoi le futur? Quel va être le futur de le Musaïd? Moussiad, pardon. Donc le futur du Moussiad. C'est une organisation qui est ancrée dans le passé et qui est très ouverte sur le futur. Donc c'est une organisation dynamique en fait. Le futur, notamment concernant l'Afrique, c'est quoi? C'est l'ouverture d'une dizaine de nouveaux bureaux en Afrique, dans les pays où nous n'avons actuellement pas encore de bureaux. La signature de conventions avec une quinzaine de pays où nous n'avons pas encore de conventions. Nous avons programmé pour cette année des missions commerciales, notamment en Mauritanie, en Éthiopie, en Afrique du Sud, en Tanzanie. Donc nous sommes en train de les préparer. Donc la feuille de route, c'est de développer au maximum tout cela. Nous travaillons également avec nos partenaires, comme je l'avais dit, l'organisation patronale notamment, pour multiplier les délégations dans les deux sens et pour pousser nos différents gouvernements à signer des accords de libre-échange, à signer des accords de double taxation notamment pour éviter ça, et des accords concernant les travailleurs des différents pays pour éviter les doubles taxations également dans le domaine social. Nous sommes en période d'Assemblée générale, donc le 11 septembre, il y aura une nouvelle direction qui va être un nouveau président qui va être nommé. Donc une nouvelle feuille de route sur 4 ans pour développer encore plus. Mais nous sommes dans la continuité, puisque notre politique africaine a été depuis déjà maintenant 10 ans, 15 ans la même, c'est-à-dire une relation gagnant-gagnant, développer nos relations, nos échanges, être présent sur le terrain, non pas seulement en Turquie, et accompagner nos entreprises au mieux que nous pouvons, bien sûr, sur le continent africain. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Guvenchi, d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous, avec moi, avec la famille de la NTRT TV. Et voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire avant de conclure cette émission. Non, je voudrais vous féliciter pour cette première émission et comme toutes les premières et tous les démarrages, bien sûr, il faut un temps de rodage, il faut que les choses se passent, mais en tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès et j'espère que cette émission deviendra une émission phare de votre chaîne. Merci beaucoup, en tout cas, et je vous souhaite aussi beaucoup de succès dans ce que vous allez faire pour le futur très proche de le Musaïd. J'espère que cette fois-ci, j'ai bien prononcé, Monsieur Guvenchi. Ici s'achève notre émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous, chères familles de la NTR TV. C'était Kani Barry pour Business Insight.